Bonjour Fadila Maharoufi, merci d'être avec nous ce matin. Nos auditeurs vous connaissent, vous êtes directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes basé à Bruxelles. Vous êtes collaboratrice à l'ouvrage Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture que vous avez co-dirigé donc avec Florence Bergeau-Blacker aux éditions La Boîte à Pandore en 2021. Mais bon, vous avez aussi beaucoup de toute façon travaillé sur cet islamisme. Merci donc d'être avec nous et on devrait être rejoint incessamment sous peu, je l'espère, par Jean-Frédéric Poisson. Pour le moment, non, mais il nous rejoindra peut-être et lui aussi, il a travaillé sur cet entrisme islamiste. Fadila Maharoufi, donc, on parle de ce rapport qui secoue la France depuis maintenant 2 jours, ce rapport donc sur les frères musulmans. On peut lire par exemple dans le sommaire. Premier point, les frères musulmans ont conçu la matrice de l'islamisme politique adaptée pour être implantée en Occident. Vous travaillez dessus depuis des années. Il y en a d'autres qui ont essayé d'explorer le phénomène, Damien Rieu. Et ce qui revenait constamment, c'est que vous étiez des sortes de fous, de racistes, d'islamophobes, que tout ça vous l'inventiez pour faire peur aux gens. Et aujourd'hui, on a sous les yeux la preuve de ce que, en fait, beaucoup crient depuis un certain nombre d'années. Alors on peut commencer par là, ça doit être un soulagement d'une certaine façon que un organisme d'État reconnaisse enfin ce que vous expliquiez à travers votre travail. Oui, c'est un soulagement. C'est surtout, que je suis heureuse enfin qu'il y ait un gouvernement qui puisse se dire reconnaître en fait qu'il y a effectivement un problème avec, les frères musulmans en Europe et surtout, bah, ça permet aussi, de dire aux gens, bah, que finalement il existe et que maintenant enfin on peut en parler sans tabou sur tous les médias. Mmh. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les médias des services publics ont complètement nié, ce phénomène-là, ou l'ont minimisé et c'est un véritable problème puisque la majorité de la population évidemment regarde ces médias-là et finalement occulte le phénomène. Donc, ça permet aussi de légitimer finalement ce que voient les citoyens, parce que les citoyens sont conscients qu'il y a un problème et qu'il y a un problème avec une partie de la population et qu'il va falloir évidemment que finalement ils ne sont pas fous et ce qu'ils voient existe réellement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons des intellectuels brillants qui ont travaillé sur ces phénomènes-là, qui peuvent effectivement former, et je pense que c'est ça qui va être important, c'est de pouvoir former les personnalités politiques, etc., pour trouver des solutions. Ouais. Jean-Frédéric Poisson, vous aussi, vous avez donc merci de nous avoir rejoints déjà. Je rappelle Bonjour à tous. rapidement, même si on vous connaît bien, que vous êtes le président de VIA, la Voix du Peuple, donc ancien maire de Rambouillet. Vous avez aussi travaillé sur cet entrisme islamiste, la Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté. C'est le titre de l'un de vos ouvrages. Alors justement, là, la Macronie frétille, elle se dit ça y est, il y a un rapport, il faut peut-être se prononcer là-dessus, on a la preuve sous les yeux, vous le criez depuis des années. Selon vous, les preuves étaient déjà évidentes depuis beaucoup de temps. Est-ce que, donc, d'un côté, comme Fadila Maroufi, on imagine que ça doit être une certaine satisfaction qu'enfin soit reconnu ce que vous avez porté depuis déjà un bon bout de temps. Et d'un autre côté, ça doit être assez frustrant de se dire, ça y est, tout le monde joue les surpris, alors que finalement, la réalité, on l'avait sous les yeux depuis le début. Il y a une certaine hypocrisie derrière tout ça. Euh, oui, il y a d'abord, je crois, avant tout, une méconnaissance de l'islam. Ça commence par là. Ça veut dire que tant qu'on considérera dans la classe politique française et chez beaucoup d'observateurs que, après tout, l'islam n'est que le christianisme des Arabes, pour dire les choses rapidement, ça ne pourra pas fonctionner. L'islam est un système intellectuel constitué de manière très différente de la manière dont les autres systèmes intellectuels le sont. Il fonctionne comme un système global dont l'expansion. Alors vous appelez ça le prosélytisme si vous voulez vous situer du point de vue de, comment dire, de l'action religieuse, ou vous appelez ça la conquête militaire si vous voulez vous situer d'une façon avec un regard un peu plus énergique ou brutal, sont des éléments constitutifs au fond. Et cette méconnaissance de l'islam fait que, d'abord, nous n'avons pas voulu considérer qu'il y a de réelles incompatibilités entre l'islam comme système, je ne parle pas des personnes, je parle du système intellectuel, entre l'islam comme système intellectuel d'un côté et la République française en particulier de l'autre côté. C'est comme l'huile et l'eau, d'une certaine manière, ça ne se mélange pas. Ce qui peut permettre de se mélanger, c'est la conciliation qu'en font les gens. Il y a le rapport qu'un certain nombre de musulmans entretiennent avec
le texte fondateur qui est le Coran, et à l'égard duquel, s'ils veulent pouvoir concilier la vie dans la République française et leur foi de musulmans, il faut qu'ils s'écartent du Coran. Je prends un exemple tout à fait simple. J'entendais hier des commentateurs expliquer que c'est une lecture stricte du Coran qui produit l'intégrisme, l'islamisme et l'intégrisme religieux et les frères musulmans, et qu'au fond, c'est une question d'interprétation. Il faut que les musulmans aient le droit d'interpréter. Les frères musulmans font partie de ces mouvements qui refusent justement qu'on puisse interpréter le Coran pour l'adapter à la vie moderne. Prenons un exemple très particulier. Il y a dans la sourate 4 un verset qui autorise les maris à battre leurs femmes si jamais leurs femmes se refusent à eux. Alors, que fait le musulman qui décide de concilier avec la République? Évidemment, c'est interdit de battre sa femme dans quelque circonstance que ce soit en France, et Dieu merci. Oui, puis en plus, par ailleurs, je pense que quiconque lit cette phrase est capable de dire qu'au-delà des lois de la République, battre sa femme quand elle se refuse à soi, c'est un peu particulier. Voilà, stop, de ton compte. Arrêtons-nous là, et d'accord. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran se trompe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Me le Coran posez pas la question, Jean-Frédéric Poisson. Non, mais je me mets à la place des musulmans oui. qui veulent rester fidèles à leur foi, et je me dis, ils ont un problème. Donc, nous avons un problème avec le système, avec l'islam comme système intellectuel. C'est ça qu'il faut. Bon. Après, j'ai publié ce livre sur la Macronie et l'islamisme, merci de le rappeler. J'avais publié également, il y a maintenant 7 ans, un livre qui s'appelait L'islam à la conquête de l'Occident, sur donc à cette méconnaissance de l'islam et de la manière dont fonctionne l'islam comme système s'ajoute une méconnaissance de la politique des États musulmans qui ont adopté il y a 25 ans un document qui s'appelle Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, et qui explique comment les États musulmans soutiennent l'installation de la charia en Europe. Voilà, c'est un document officiel. J'en ai fait le commentaire, je ne suis pas le seul à le connaître, d'autres que moi en ont parlé, mais les pouvoirs publics français ignorent ce document, donc ignorent ce qu'est la volonté des États, et les frères musulmans sont la pointe de diamant, d'une certaine manière, de cette politique, même s'ils ne sont pas les bienvenus dans beaucoup d'États musulmans, à commencer par les plus actifs d'entre eux. Je parle par exemple de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte. Voilà. Et donc, Fadila Maroufi, je voulais revenir sur effectivement cette volonté de conquête musulmane. Longtemps, on nous a expliqué que les initiatives qui pouvaient être soutenues, par exemple par les frères musulmans, de façon plus ou moins assumée d'ailleurs, c'était simplement des initiatives qui pouvaient viser à permettre aux musulmans installés en Europe de mieux vivre leur foi, que ça n'avait pas de vocation vraiment de conquête, d'emprise. En réalité, là, ce que dévoile ce document, c'est qu'il y a un programme de conquête de l'Occident par donc l'islam. Oui, en fait, si vous voulez, dans les premières générations de personnes migrantes qui sont arrivées en France, en Europe, on va dire, on avait surtout une pratique de l'islam qui était plutôt culturelle, qui était pas très. Nos grands-parents ne regardaient pas vraiment la pratique de l'islam d'une manière assez rigoureuse comme on le voit maintenant. Et par la suite, évidemment, il y a eu les frères musulmans, les wahhabites, etc. Donc tous ces groupes qui venaient de l'extérieur pour finalement rappeler à ces migrants que l'islam devait être pratiqué. Il y a eu une surenchère entre les wahhabites, les frères musulmans, tous les groupes, on va dire, fondamentalistes, et de s'imposer auprès de la population musulmane. On les a rappelés à l'ordre. Donc on a eu des nouvelles générations, à partir de la 2e, 3e, 4e génération, de personnes qui sont réislamisées. On les a rappelés dans une pratique plus rigoriste de l'islam, alors que je pense qu'à ce moment-là, nos États auraient dû comprendre le phénomène, auraient dû l'étudier, auraient dû essayer de comprendre quelles étaient ces populations, d'où elles venaient et avec le bagage avec lequel elles venaient. Ils auraient dû surveiller, ce qu'ils n'ont pas fait parce que je pense qu'à l'époque, il y avait dans l'esprit général un retour vers les pays d'origine, ce qui évidemment n'a pas été le cas et on en voit maintenant les conséquences. Pourquoi? Parce que nous avons laissé faire. J'ai vu notamment dans le rapport qu'on parlait qu'il y avait certaines pistes qui étaient mises en avant, notamment l'apprentissage de l'arabe dans nos écoles publiques. Je trouve que c'est une grossière erreur que de faire ce genre de choses, parce que toutes ces pistes de solutions qui sont montrées dans ce rapport, qui sont proposées, elles sont encore en étude, hein, elles ne sont pas affirmées, mais il faudrait peut-être voir en Belgique, parce qu'en Belgique, déjà, ces dispositifs ont déjà été mis en place dans les années fin des années 80, début des années 90 en Belgique. Et on voit que ça n'a pas marché, au contraire. Pourquoi? Parce que
les musulmans qui vivent en Occident ne sont pas uniquement des personnes, d'abord, un, venant de pays arabes, deux, dans les pays du Maghreb, la majorité des Maghrébins parlent berbère, donc nous avons une population qui parle berbère, qui ne parle pas arabe. Donc leur donner des cours d'arabe, c'est ce qui a été fait en Belgique, ce n'est que renforcer finalement, c'est donner du pain béni pour les islamistes. Donc c'est à ne pas faire. Je pense que le problème que nous avons dans nos nations, c'est qu'on a déconstruit l'histoire de nos nations ici en Europe, de la France, l'histoire de la Belgique, l'histoire de l'Allemagne, etc. Et que les islamistes en ont profité pour recréer un nouveau récit auprès de ces communautés. Et qu'il faut au contraire mettre en valeur nos récits européens, le renforcer auprès de ces populations, de ces jeunes qui sont nés ici, qui sont français, qui ne sont plus des pays d'origine. Il faut supprimer l'identité islamique. La religion musulmane, en règle générale, l'islam, ce n'est pas une identité, c'est une pratique qui doit être considérée comme une pratique religieuse et qui ne peut pas surplomber en fait la nation et les lois de la nation. Et c'est ça qu'il faut surtout imposer. Il faut que nos États s'imposent auprès de notre jeunesse, auprès de la population musulmane en disant nous avons des lois pour la France de la République et elles sont à respecter. Je pense que s'il y a un manquement, c'est à ce niveau-là. Je pense qu'il ne faut pas intervenir dans les questions religieuses à l'intérieur même sur la question de l'islam, l'islamisme, etc. Je pense qu'il faut surtout réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République et imposer surtout le respect de nos lois parce que nous avons des valeurs qui existent déjà et il faut les faire respecter. Jean-Frédéric Poisson, vous entendez Fadila Maharoufi qui dit voilà, nos États auraient dû comprendre ce phénomène. Elle explique aussi en quoi les réponses peuvent paraître déconnectées. C'est vrai qu'on nous explique qu'il y a un problème aujourd'hui donc avec ses frères musulmans et donc un islam qui s'appuie en plus sur cette culture arabe pour pouvoir imposer son discours en Occident. Et la réponse, c'est qu'on va essayer de nous vendre encore plus d'islam, encore plus de culture arabe, notamment dans les écoles. Donc on ne comprend pas bien ce qu'il va falloir de plus pour qu'on arrête la boucle infernale. Vous avez même donc publié ce livre sur la lâcheté de la Macronie vis-à-vis de l'islamisme. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez, donc, comme Fadila Maharoufi, que l'État a manqué à son devoir ? Et quand vous entendez qu'il y a une classe politique, je parle des Jean-Luc Mélenchon, qui à nouveau s'exprime en disant que tout est instrumentalisé, que non, il va falloir arrêter avec l'islamophobie, est-ce que ces gens-là ne sont pas responsables de ce qui se passe actuellement, de ce qui va se passer dans les années à venir si on ne fait rien, et même par exemple déjà de tous les attentats qui ont pu se produire et qui ont été nourris, les terroristes ont été nourris par cette idéologie qui était proposée par les réseaux fréristes. Donc il y a une responsabilité qui est physique de la part de notre gouvernement. Oui, c'est clair. J'irai moins vite que vous sur le lien entre le frérisme et la commission des attentats, parce que d'une certaine manière, le djihadisme militaire qui utilise les attentats, c'est l'étage du dessus par rapport à la pratique ou à la doctrine des frères musulmans, qui est extrêmement conquérante, c'est vrai, qui ne condamne pas énergiquement les violences qui sont commises dans ces attentats, mais c'est pas le mode de procédé des frères musulmans en tant que tel, même si par ailleurs la rhétorique des frères musulmans peut évidemment fabriquer des individus qui commettent des attentats. Premier élément. Deuxième élément, je partage tout à fait l'analyse de notre convive. En disant qu'on va proposer des cours d'arabe à l'école, on oublie deux choses. D'abord, ça fait partie de ce que les frères musulmans invitent les musulmans à demander dans le pays où ils sont implantés. Dans la stratégie d'implantation de l'islam en Europe, il y a l'exigence des menus halal à la cantine, des horaires séparés pour les piscines et de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Ça renforce, en fait, si vous l'avez parfaitement dit, l'islam, ça renforce leur programme et leur expansion. Et j'ajoute, je parlais d'ignorance de l'islam tout à l'heure, enfin, il faut avoir conscience que plus de 2/3 des musulmans dans le monde ne sont pas arabes, ne parlent pas l'arabe, et que, prenez l'Afrique subsaharienne par exemple, c'est le cas, tous les musulmans qui sont en Asie ne connaissent pas cette langue, et ils parlent une autre langue que l'arabe. Et parmi les revendications de l'islam rigoriste qui devient conquérant quand il agit, il y a le fait qu'on ne peut pas toucher, on ne peut même pas traduire le Coran, c'est-à-dire que ce n'est que très récemment que la grande mosquée d'Al-Azhar, qui est j'allais dire le pape des musulmans sunnites dans le monde entier, a accepté l'idée qu'il pouvait y avoir des traductions du Coran en langue vernaculaire, mais alors en donnant son imprimatur, si j'ose dire, à chaque fois, parce que comme le Coran est la langue dans laquelle, l'arabe est la langue dans laquelle le Coran a été révélé, y toucher, la traduire, ça voudrait dire, d'une certaine manière, manipuler la parole d'Allah, ce qui n'est pas possible. Pour un musulman, on n'a pas le droit de faire ça. Donc l'arabe a un statut
pour les musulmans qui est consacrée. Ça n'est pas une langue, c'est pas, pour nous, c'est une langue étrangère. Pour les musulmans fidèles et pratiquants, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, la responsabilité, bien sûr, elle est totale. Dans le petit livre que vous parliez tout à l'heure, la Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté, j'ai montré comment, de manière répétitive, les ministres, dont certains sont encore actuellement au gouvernement, Emmanuel Macron lui-même, l'ancien ministre de l'Intérieur Castaner, Madame Berger, Monsieur Philippe, même à 16 heures, ont en fait soutenu, accompagné, subventionné, participé aux inaugurations de mosquées, etc., y compris à côté de mouvements qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés aux frères musulmans. Le mouvement turc Milik Group qu'on connaît bien, alors est très proche des frères musulmans, parce qu'entre la Turquie et les frères musulmans, il y a un lien qui est puissant, mais enfin c'est une autre organisation. Donc oui, la Macronie a participé activement, pas simplement par ignorance passive ou par volonté de ne pas voir, mais physiquement présent. On le voit sur des photos, des communiqués de presse, etc., des ministres des gouvernements Philippe qui participent à des inaugurations avec à côté d'eux des imams qui sont réputés, alors de la mouvance frériste, je n'en sais rien, en tout cas de l'islam conquérant qu'il faut absolument combattre. Ouais. Donc oui, il y a une lâcheté, il y a l'ignorance en tant que telle sur des sujets pareils est une faute, la non-action, la passivité est une faute, et alors le soutien actif, donc c'est 3 fois, c'est 3 doubles fautes, comme on dirait au tennis, avec Roland Garros qui approche et qui sera pas loin de chez vous, ma chère Liselotte. Effectivement. Fadila Maharoufi, vous entendez Jean-Frédéric Poisson, et même dans ce rapport, c'est vrai que maintenant, il est établi qu'aujourd'hui, les frères musulmans représentent une menace. C'est donc l'une des dernières parties, mieux appréhender la menace, on la définit, on la documente. Et ensuite, il y a donc les solutions qui sont proposées, mettre en haut de l'agenda les dossiers relatifs au culte musulman. Et donc ça passe par développer l'islamologie contemporaine et connaître les aspirations de la population musulmane et lui adresser des messages forts. Est-ce que après donc un dossier de 75 pages qui nous explique que nous sommes surexposés à cette influence des frères musulmans, à l'idéologie ultra-rigoriste qu'ils proposent et donc à cette conquête islamique qui a lieu en Europe, est-ce que entendre ces phrases comme solution après tout ça, c'est pas décourageant? On a l'impression qu'une fois de plus, ça y est, ils reprennent leurs mots, ils reprennent leurs esprits, après avoir posé un constat fort, ils retrouvent leur solution un peu tiède, ils enrobent, on va adresser des messages forts. Donc c'est ça, on l'entend très souvent. J'ai adressé un message fort, alors on se questionne, on les voit pas vraiment. On va à nouveau développer une nouvelle pensée, une islamologie. On imagine qu'il va y avoir des bureaux qui vont être créés, peut-être des commissions, des associations. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de tout ce qui nous est présenté avant ces solutions? Écoutez, on a un document qui est de très grande qualité par le fait qu'on a mis le problème en avant. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'en termes de solutions, ils doivent rester prudents et ils doivent surtout pas proposer de solutions tant qu'il n'y a pas une compréhension, une étude très claire sur le phénomène, de pas comprendre. Ils ne peuvent pas proposer des solutions s'ils ne connaissent pas l'ennemi qui est en face de nous, parce que c'est un ennemi qui nous a déclaré la guerre. Alors c'est vrai que le professeur ici présent, il dit très justement que les frères musulmans ne mettent pas en avant le djihadisme, les solutions guerrières. Néanmoins, ils le nourrissent. Et c'est en ça que c'est effectivement important de se dire que là, nous avons en face de nous des gens qui nous ont qui nous mènent une guerre intellectuelle et que ça nourrit un djihadisme. Ils arment, ils nourrissent clairement nos jeunes et nos populations musulmanes à ce que ça se développe et à ce qu'il y ait une opposition entre les musulmans et les gens qui ne sont pas musulmans. Maintenant, en termes de solutions, il faut rester prudent. Je pense que la première chose surtout à faire, c'est en termes d'information et de formation de nos universités, parce qu'on sait que nos universités ont été les premiers, l'enseignement, l'école, etc., les premiers touchés. Donc je pense que là, il y a du vrai nettoyage à faire. Le verre est déjà dans le fruit. Nous avons déjà des institutions qui sont complètement malades. Comment peut-on former si déjà même l'école, les établissements, les universités sont déjà touchés par ce phénomène et que nous avons déjà des enseignants eux-mêmes frérisés, eux-mêmes qui ont déjà épousé l'idéologie frériste. Donc il faut déjà commencer par là. Ensuite, il va falloir former tous les secteurs, dont En les... 10 secondes, Fadila Maharoufi, pardon. Je vous en prie. Donc il y a d'abord ça, tous ces secteurs-là. Il y a la justice, évidemment. Parce que quand on regarde les prises de décision, quand il y a des attaques terroristes, quand il y a des djihad judiciaires, etc., on voit bien que les magistrats, que les juges, que les avocats ne sont pas assez bien formés, contrairement aux frères musulmans qui ont élaboré tout un système
où les gens sont formés par rapport à nos modes de fonctionnement. Donc je pense que c'est là où il faut vraiment viser maintenant, c'est d'abord comprendre ce phénomène-là avant de proposer les choses et avec évidemment des experts qui connaissent vraiment ce phénomène-là et qui l'ont Comme vous. étudié. Voilà, comme vous, Fadila Maharoufi, on vous remercie d'ailleurs pour votre travail. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes qui est basé à Bruxelles. Et donc, vous avez collaboré à cet ouvrage Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. Jean-Frédéric Poisson, merci à vous aussi. Donc, vous êtes président de VIA et puis vous êtes auteur de La Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté. On espère que c'est la fin de la complaisance, la fin de la lâcheté, effectivement, et qu'on va enfin pouvoir mettre en place des solutions pour protéger les Européens et leur culture. Merci à vous et puis à très bientôt.